Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode un coureur dont l'ambition et le niveau ne cessent de grimper, tout comme le nombre de ses kilomètres hebdomadaires, Aubin Ferrari. À seulement 27 ans, ce Savoyard exilé en Suisse conjugue passion, discipline et humilité dans un équilibre singulier entre vie professionnelle engagée et rêve de haute performance en ultra. Après une très belle 14e place à l'UTMB en 2024, Aubin a lancé sa saison 2025 tambour battant avec le Chianti by UTMB, une course qui a réuni un plateau international étourdissant au cœur des vignes et des collines toscanes. Son objectif, un chrono sur les 11h15 pour les 123 km et 5400 mètres de dénivelé positif que compte la course. Dans cet échange, Aubin revient en détail sur sa préparation hivernale millimétrée, ses moments de pleine maîtrise comme de doute sur la course et cette confrontation de haut vol face au gratin mondial de l'ultra trail. Une performance solide qui confirme son ambition légitime à jouer dans la cour des grands. Mais je ne vous en dis pas plus. Aubin va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans votre nouvel épisode de Course Épique. Salut Aubin. Salut Guillaume. Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment tu vas ? Quelle a été ta petite victoire de la journée jusqu'à maintenant ? C'est quoi le meilleur moment là ? Il est 14h36. Ça a été quoi ton fait d'armes de la journée ? Bah écoute, ça va super bien. La petite victoire, ça a été mon repas à midi parce que je commençais à avoir vraiment faim. J'étais sur le chantier ce matin et ouais, c'était physique. Et j'avais plus beaucoup d'énergie à la fin. J'étais content d'aller manger à midi. C'était quoi ta récompense ? Une salade de Du quinoa riz avec des légumes, hein, c'est pas grand-chose, mais juste le fait de manger, j'étais content. Aubin, on enregistre cet épisode le mardi 15 mars. Alors, c'est évidemment l'événement majeur du jour. Mais figure-toi qu'il y a 113 ans, c'était en 1912, à 2h20 du matin, le Titanic coulait dans l'Atlantique Nord après avoir heurté un iceberg la veille au soir. Près de 1500 personnes périrent malheureusement dans l'une des catastrophes maritimes les plus célèbres de l'histoire. Est-ce que toi, tu as déjà eu le sentiment qu'une de tes courses ressemblait étrangement au naufrage du Titanic ? Ouais, bah typiquement... L'UTMB 2023, quand j'ai abandonné, c'était un peu le Titanic, ouais, ça allait bien, puis d'un coup, j'ai coulé, et puis ouais, j'ai coulé, quoi. Il y avait plus rien, plus de son, plus de lumière. Ça a été quoi ton iceberg à toi ? Ça a été le fait de ne plus boire. En fait, sans m'en rendre compte, un ultra, c'est super long. Et c'est vrai que c'est vite fait de faire des erreurs comme ça. J'ai arrêté de boire, j'arrivais au ravito, je redonnais 2 flasques pleines, je reprenais 2 pleines. Je me rendais même pas compte que je buvais plus. Puis 3 heures, ça tient, 4 heures, 5 heures. Puis en fait, petit à petit, les muscles, ils sont tétanisés à force de plus avoir d'eau. Ils se titanikisent même, au-delà de se tétaniser. Aubin, désolé pour ce jeu de mots un peu fumeux. On va démarrer le podcast avec une question traditionnelle. C'est une question de présentation. Je vais t'imposer une petite contrainte. En revanche, tu ne peux pas parler de sport à ce stade-là. Donc, qu'est-ce que nos auditeurs doivent savoir de toi qui ne concerne pas directement le sport, puisqu'on aura le temps de développer un peu plus tard ? Sans parler de sport, je peux parler de mon métier alors. Ah oui ? Ou ton signe zodiacal ou ouais. Je suis poisson pour ceux que ça intéresse. Ok. Donc je suis rentré dans le monde actif, on va dire, au moment un peu après Covid, septembre 2020. Donc j'ai commencé à la SNCF où j'ai travaillé 2 années. J'étais technicien des installations de sécurité électrique. Donc typiquement les passages à niveau ou les feux ferroviaires. Et depuis 2022, je me suis installé en Suisse. Donc je travaille dans une compagnie ferroviaire en Suisse, toujours en tant que technicien des installations de sécurité ferroviaire. Donc à 80%, ça me prend une bonne partie de ma semaine. Puis je suis super content parce qu'on a une bonne équipe et qu'il y a des bons moments de rigolade. 80%, c'est une nouveauté d'ailleurs. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Exactement. Aubin, ton rapport au sport dans ta jeunesse, est-ce qu'il était très présent ? Est-ce que tu tenais jamais bien loin de ton frère Hugo, que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir dans le podcast ? Ouais, alors mon rapport au sport, il a toujours été très présent, mais pas forcément lié à mon frère, je dirais, pendant l'enfance. Parce que, comme énormément de monde, j'ai commencé par le foot. Bon, lui aussi avait fait du foot, mais il avait un caractère pourri et il se faisait virer des matchs. Pour ça qu'il a fait du karaté. Ouais, il a aussi fait du karaté. Il était plus calme en karaté. Mais donc, ouais, j'ai fait 1 an de rugby avant. Alors, mes parents le raconteront mieux que moi, mais j'étais exceptionnel en rugby. C'était de 5 à 6 ans, hein, donc vraiment tout petit.
Puis typiquement, il y avait un exercice où il fallait retenir l'autre par le short, qu'il avance en courant un petit peu, mais il fallait quand même le laisser avancer. Et moi, je m'étais planté au sol et le mec avait pas bougé d'un centimètre quand j'avais fait n'importe quoi dans l'exercice. Donc voilà, il y a eu cette année de rugby un peu plaisir découverte du sport en étant jeune. Ensuite, de 6 à 15 ans, j'ai fait du foot. Pourquoi j'ai arrêté le foot? Parce que la mentalité, elle me plaisait plus du tout à la fin. On n'était plus des équipiers, mais presque des ennemis, j'avais l'impression. Dès que tu ratais quelque chose, tu te faisais pourrir, ou même si tu réussissais, à la fin, tu te faisais pourrir quand même. Il y avait plus de plaisir, quoi, à retrouver l'équipe. On sentait, quoi, arrive à l'adolescence, il y a plus même plaisir dans le foot, soit c'est ton sport, soit t'arrêtes en général. En parallèle, à partir de 12 ans, quand je suis rentré au collège, même 11 ans, rentré au collège, j'ai attaqué le ski de fond. Donc, ski de fond où j'aurais pratiqué, si on peut dire, à haut niveau, parce que j'étais dès la 6e en classe sport. Donc, on avait 2 après-midi par semaine, si je me souviens bien, les 4 années de collège. Ensuite, j'étais allé en pôle espoir à Moutier, donc à l'internat de Moutier, là où vraiment il y a le pôle espoir Savoie. Je me suis testé au biathlon pendant ces années de lycée, sauf que j'étais spécialement nul en tir. C'était horrible. Je pouvais arriver au premier tour avec le meilleur temps à ski, mais après, dès qu'il en était face aux cibles, c'était n'importe quoi concrètement. J'ai quand même insisté 2 ans. En plus d'être nul devant les cibles, ça se passait très mal avec mon entraîneur. Donc au final, j'ai fait 2 ans à Moutier en pôle sport biathlon. Je suis revenu sur Chambéry, toujours en classe sport, mais un peu moins aménagé. Parce que donc Moutier, vraiment, on avait tout l'hiver libre pour s'entraîner. On n'avait pas de cours de l'hiver. Ensuite, quand je suis revenu à Chambéry, c'était un mi-temps. J'avais cours le matin et j'étais libre l'après-midi. Donc là, j'avais repris le ski de fond. Mais ouais, plus dans l'optique vraiment du haut niveau. J'étais en classe sport. C'était cool. J'avais quand même un bon niveau français, on va dire. Mais sans plus, je commençais à sentir que ça allait pas percer de toute manière. Et ce qui a été une désillusion pour toi ou pas? Comment tu gérais ça? Tu avais des aspirations très fortes et tu voulais en faire vraiment un avenir ou tu as très bien accepté? Non, je l'ai très bien accepté. C'est vrai qu'en fait, c'était une période pendant l'adolescence où j'étais dans le sport haut niveau. Mais j'avais pas le rêve de devenir sportif professionnel ou... C'est vrai que je continuais vraiment mes études, puis le sport était à côté. J'avais énormément de plaisir à le faire. Mais je me disais pas, ouais, il faut absolument que tu sois sportif professionnel, que t'en fasses ton gagne-pain, que ce soit toute ta vie. Non, du coup, quand j'ai vu que ça allait pas jouer dans ce sport, je me suis dit, maintenant, tu vas faire quoi? Parce que tu vas quand même pas arrêter le sport, c'est ta passion. Et à l'époque, on faisait beaucoup de trail l'été pour préparer le ski, mais aussi beaucoup de muscu. Et j'aimais particulièrement les deux. Alors là, il y a eu un petit dilemme à la sortie du lycée. C'est est-ce que je deviens bodybuilder? Bon, comme les gens le savent, j'ai pas choisi cette option. Soit je me mettais au trail. Puis c'est vrai qu'ayant toute ma famille qui est plutôt orientée trail, j'ai pris cette option-là. Donc j'ai continué encore en sport-études en DUT à Annecy, où j'ai passé 3 ans à Annecy, c'est ça. Donc pareil, c'était aménagé. Je me rappelle plus exactement comment c'était aménagé, mais je l'aménageais encore plus, puisque j'allais pas trop aux amphis. Donc j'avais pas souvent cours pour moi. Après, si on suit le programme et un peu plus, mais j'étais vraiment libre du coup à ce moment-là. Donc je me suis lancé pleinement dans le trail. J'ai attaqué directement par l'ultra en fait, en 2016, parce que l'ultra du Beaufortin, je sais pas si on reviendra dessus, mais en fait ma mère, elle l'a fait depuis que je suis tout petit. Je la vois, le parcours il passe devant chez mes grands-parents. Donc à chaque fois on se levait à 4h du matin, les voir passer devant la maison. Puis ensuite, je la suivais toute la journée sur différents postes de ravitaillement. Petit à petit, je l'accompagnais sur une petite portion, jusqu'à l'accompagner jusqu'à la moitié de course. J'ai également accompagné mon frère, ça devait être en 2014, sur quasiment 60 km sur cet ultra. Donc en 2016, à 19 ans, c'est la première année que l'organisation m'autorisait à participer. Donc directement, je me suis lancé dans l'ultra trail avant de me lancer dans le trail tout court, on va dire. Ça s'était super bien passé, je l'avais vraiment pris comme une longue journée en montagne. J'avais un dossard, mais dans ma tête, j'étais absolument pas en compétition. Et c'est vrai que j'ai kiffé quasiment tout le long. Alors il y a juste eu un moment où on a pris un peu les orages, la grêle. Forcément, j'avais 0 expérience. J'ai refusé la veste de pluie au ravitaillement.
Juste après, 15 minutes après, j'étais frigorifié, je tremblais. Le ravitaillement d'après, j'ai passé une demi-heure sous la tente et des couettes pour me réchauffer. Donc voilà, j'ai aussi acquis de l'expérience en faisant n'importe quoi. Mais enfin bref, donc j'ai attaqué vraiment le trail en 2016. Puis bah J'ai voilà, trouvé la trace depuis, d'une course quand même, le Grand Raid 73, tu avais fait un 23 km quelques mois avant, c'est ça? C'est possible? Au mois de mai 2016? c'est possible. Il y a aussi une autre vers le lac du Bourget. Ah, j'ai plus le nom, mais pareil, un 20 km qu'on faisait avec 2-3 potes du ski de fond. Mais c'est vrai que, en fait, dans ma tête, je courais plus que je faisais du trail pendant ces courses, effectivement. Et tu avais en tête déjà que c'était un peu déraisonnable, déraisonnable selon les usages en tout cas, en termes de progressivité, même si tu avais, on le comprend, une approche pas forcément très compétitive, mais plutôt exploratoire et d'y aller à ton rythme sur ce premier long format et sur ce premier ultra, qui était un 105 km. Est-ce que tu avais le sentiment quand même que c'était pas forcément l'ordre naturel des choses? Oui, bah forcément, si on me pose la question maintenant, je vais pas le conseiller à des plus jeunes de suivre mon exemple. Après, bah, j'avais, comme j'ai dit, déjà fait plusieurs 50 km, 60 km à l'entraînement. Donc, 100 km, forcément, j'avais jamais fait, mais pas une première atout. Mais après, là où je les conseillerais, c'est que ça m'a souri 2-3 années de faire si long, si tôt. Mais je l'ai quand même payé après. Je l'ai aussi payé pendant 2-3 ans parce que j'ai attaqué trop vite, trop long, en fait. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, le dossard, la première fois? Est-ce que tu as le souvenir de ce que ça a pu provoquer quand même comme sentiment et comme émulation additionnelle? Tu te souviens de ça? Non, il y avait vraiment aucune émotion sur mon premier dossard. Il y avait plus vraiment la fierté d'être allé au bout de ce défi, d'avoir bouclé l'ultra qui me faisait un peu rêver, l'ultra que je connaissais depuis tout petit, quoi. Parce que c'est sûr que j'ai connu l'Ultra Tour du Beaufortin avant l'Ultra Tour du Mont Blanc. Pour moi, c'était la course mythique, c'était le Beaufortin, quoi. Merci maman. Aubin, à quel moment tu as commencé à te prendre au jeu et à formuler peut-être des ambitions de résultats, commencer à détecter un potentiel et essayer d'aller appuyer un petit peu dans ta démarche? Alors, c'est dès l'année suivante, c'est quand même fait assez vite. En 2017, quand je gagne, ça faisait quoi? 90 km, je crois, à Samoin, l'Ultra Tour ou l'Ultra Trail du Haut-Gifre. Là, en fait, pareil, je suis arrivé au départ. On m'avait un peu cité comme favori, ça me faisait sourire. Au final, j'avais quand même gagné. Ça avait été une journée assez exceptionnelle. Les bookmakers avaient bien vu les choses. Ouais. Moi, je me rendais pas compte, je venais, mais voilà, l'année passée, j'avais fait un 100 km, mais ça restait une distance que je maîtrisais absolument pas. 2 semaines avant, mon frère, il m'avait donné des Altra, il m'a dit, tiens, essaye de courir avec ça. Je connaissais absolument pas les chaussures. Enfin, ouais, franchement, j'avais fait n'importe quoi. Je gagne quand même, c'était assez miraculeux, que je me sois pas blessé. Et donc, c'est là que je me suis dit, ouais, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sport. Et donc, dès 2018, j'ai pris un entraîneur. J'étais avec Nicolas Martin. 2018, c'est aussi une belle année aux 90 km du Mont Blanc, où j'ai fait 7e. Puis vraiment, il y avait, chaque année, il y a un gros plateau quand même sur cette course. Et en fait, je m'étais pris à jouer la 3e place au pied de la dernière montée. On était un groupe de 4 pour jouer le podium. En fait, j'avais fait une moitié de course tellement rapide, pour l'anecdote, que Live Trail m'avait sorti du classement. J'avais été déclassé un moment parce que pour eux, j'avais triché. Ils avaient appelé mon frère. Mon frère leur avait dit non, là, il est super bien. Il a pas fait de parapente, il a vraiment couru. Ouais. Ouais. Écoutez, je l'ai pas mis dans la voiture. Il suit le parcours, quoi. Juste, il est super bien. Donc, il m'avait reclassé. Dans les anticipations pour le ravitaillement suivant où ils mettent l'horaire d'arrivée, en fait, j'allais tellement vite sur des portions qui me mettaient presque en tête. Moi, je m'étais mis à rêver. Je me suis dit, je vais gagner cette course, ça va être génial. C'est ouf avec le plateau. Au final, on est arrivé dans la dernière montée. J'ai plus le nom. Celle qui monte à la mer des Glaces. Ouais. C'est Montanvert, non, ça? Montanvert, exactement. Ouais. Sauf que je m'étais tellement enflammé que j'avais arrêté de me ravitailler. Donc, j'ai fait une monstre hypo. Je me suis assis sur un caillou pendant 15 minutes. J'ai mangé tout ce que j'avais dans le sac. Puis, c'est reparti. Mais voilà, c'était mort pour le podium ou la gagne. Mais j'avais fait une super 7e place. Puis c'est là où vraiment je m'étais rendu compte aussi que je pouvais jouer avec pas les tout meilleurs de notre sport, mais quand même de très bons athlètes d'ultra trail. Donc ouais, c'est là que je me suis dit franchement, faut essayer de pousser dans ce sport pour voir jusqu'où ça peut aller.
Tu as un esprit de compétition qui est très poussé. Tu es vraiment porté par ça, par la haute performance. C'est ça qui te drive aujourd'hui dans ta pratique? Ouais, exactement. En fait, j'entends beaucoup d'interviews de personnes qui vont dire moi, je cours pour le plaisir, pour profiter de la montagne, entendre les oiseaux chanter. Je pense qu'on va pas se mentir, n'importe quel sport de haut niveau, il y a du plaisir, hein, forcément quand même, mais on est là pour la performance. Il y a beaucoup d'entraînement, on se force. On n'a pas envie d'y aller, mais il faut y aller parce que si tu veux être prêt le jour J, ça passe par des entraînements où tu n'as pas envie, des entraînements où tu vas souffrir. Donc ouais, typiquement, moi, il y a énormément d'entraînement. C'est la prochaine course qui me motive, c'est pas l'envie d'entendre les oiseaux chanter. Aubin, qu'est-ce que tu vois comme zone d'amélioration à la fois d'un point de vue physique, mental? Est-ce qu'il y a des sphères sur lesquelles tu sens qu'il y a encore du boulot et sur lesquelles tu dois te consacrer, ou c'est peut-être moins intuitif, ou quand tu bosses dessus, ça vient moins facilement? Physiquement, j'ai vraiment beaucoup de renforcement à faire quand même du bas du corps. Énormément de travail de pied aussi, parce que je peux avoir un pied assez fragile, hein, c'est quand même lui qui va le plus travailler pendant une ultra. Et après, mentalement, en fait, sur les courses, ça, c'est bon. Le mental, il est là. Mais effectivement, je peux totalement craquer pendant mes entraînements, pendant des blocs, où je fais voler en éclats toute une semaine, parce que voilà, ça a pas tenu mentalement. Alors après, ces dernières années, ça va mieux. Mais c'est vrai que j'ai connu de sacrées crises quand même pendant les plus gros blocs de préparation. T'es accompagné sur cette partie-là? Non, pas encore. T'as ressenti le besoin? Enfin, ça pourrait être une voie? Alors j'en ai parlé un peu avec mon frère qui me le conseille vraiment. Donc je pense que je vais me pencher là-dessus ces prochains temps. Après, voilà, j'ai aussi énormément de mal à faire confiance. Donc faudra que je vois avec quelle personne je me vois mal faire de la préparation mentale avec quelqu'un que je connais absolument pas typiquement. Donc faut encore que je vois avec qui c'est possible de travailler là-dessus. Je prolonge un peu ce que tu viens de dire là, avec Hugo. C'est quoi la part de partage d'expérience que vous mettez en commun? Est-ce que vous avez une relation qui est très suivie, quasi quotidienne et fusionnelle, ou c'est un peu plus tempéré, modéré? Voilà, comment est-ce que vous construisez aussi réciproquement vos carrières l'un l'autre? C'est assez modéré quand même. Avant, en habitant à côté, on arrivait assez bien à s'entraîner ensemble. C'était assez facile de se voir, discuter. Là, le problème, c'est que lui, il travaille le week-end principalement. Moi, je travaille la semaine. J'ai déménagé en Suisse, donc on est à 2 heures de route. Alors, c'est pas si loin, mais on va pas faire 1 heure chacun pour se retrouver pour un entraînement. Après, on discute énormément par message. Puis, forcément, on se donne les entraînements. On regarde un peu ce que fait l'autre et je pense, du coup, on arrive à tirer du positif l'un de l'autre. Et ça, c'est top. Lui, forcément, il est plus âgé, il a plus d'expérience, il a fait beaucoup plus de bêtises que moi. Donc, tu t'es bien inspiré, aussi. Je crois. Ouais, c'est ça, tu laisses partir devant pour faire les conneries et puis tu essaies de les éviter derrière. Exactement, ouais. Lui, il a quasiment fait tout ce qui était possible et imaginable en termes de stupidité pour les entraînements ou en course, en ultra, en partant à fond ou en faisant n'importe quoi. Donc vraiment, ça, c'est top pour moi parce que je prends toutes ces erreurs puis ça m'évite de les refaire derrière. Est-ce que tu as l'impression qu'il vient piocher des choses chez toi aussi, à l'inverse? Je pense que jusque-là, pas trop. J'étais vraiment le petit frère qui était derrière, qui progressait, mais un peu discrètement. Mais ces derniers temps, forcément, j'ai eu une progression qui s'est faite un peu plus vite ces 2 dernières années. Et je pense que lui, comme son entraîneur, il est entraîné par Patrick Bringer. Mm-hmm. Il s'inspire de quelques séances clés que j'ai pu faire ou le type d'entraînement, typiquement pour préparer le Chianti, il regarde forcément un peu. Après, il va pas faire un copier-coller parce que de toute façon, c'est impossible. Mais effectivement, il prend ce qu'il y a à prendre. Après, je fais des erreurs aussi. Donc, il apprend également. Mais, il prend un petit peu. Est-ce que vous décidez souvent de faire des courses? Ça arrive régulièrement qu'on voit sur la même course. Alors certes, c'est souvent des courses très emblématiques et qui sont des cases à cocher dans une année de course à haut niveau. Mais est-ce que c'est un moment où vous posez aussi, vous faites le point sur les courses et ça peut permettre d'ajuster ou d'affiner pour faire en sorte d'être ensemble sur certains rendez-vous? Ouais, en fait, typiquement, les deux jusqu'à donc l'UTMB qui est notre objectif un peu chaque année de fin de saison. On prévoit rien jusqu'à l'UTMB et donc septembre-octobre, c'est un peu les 2 mois de coupure. Et là, en fait, on regarde quelle course on va faire l'an prochain, sur quel ultra il y aura du niveau. En général, c'est les mêmes chaque année.
Et en fait, on se fait un peu des propositions l'un l'autre. Après, bah, ça arrive qu'on soit pas d'accord sur des courses puis qu'on aille chacun de notre côté. Là, c'est rigolo en 2025, c'est que vraiment, on a les 3 mêmes objectifs. Donc, Chianti, Lavaredo, UTMB. Donc, on fait vraiment la même saison. Alors après, on n'a pas les mêmes courses de préparation, mais ça, à la limite, c'est vraiment un détail. Mais ouais, on se retrouve sur les 3 ultras. C'est pas un hasard, c'est pas non plus fait exprès. C'est vraiment que voilà, on communique énormément au moment de préparer la prochaine saison et que bah, si on arrive à être d'accord sur les courses, autant y aller ensemble et kiffer ensemble, parce que aller sur un ultra tout seul, c'est quand même pas c'est pas la même chose. Là, la semaine avant, bah on est 2, le temps il passe plus vite, c'est entre guillemets plus rassurant. Et puis ouais, il y a plus de partage en fait. Vous avez un partenaire commun qui est Altra. Est-ce qu'ils interfèrent, ou en tout cas ils influencent vos choix, ou ils les orientent en tout cas sur vos choix de course de l'année, ou est-ce que vous avez toute l'attitude pour faire le planning de saison qui vous va? Non, alors on a vraiment carte blanche là-dessus. Après, bah forcément, faut quand même leur envoyer le calendrier. Ils le valident. Mais si on met pas n'importe quoi, si on met un peu des courses sérieuses quand même dans le calendrier, des courses où on sait pertinemment qu'il y aura du niveau, ils le valident sans broncher, quoi. L'UTMB, c'est la première course que tu places là quand tu fixes ton agenda annuel. On sait que pour toi, c'est le Graal et combien elle compte. C'est vraiment, tout est construit d'abord autour de ça et d'être mis en orbite pour être le mieux possible fin août? Ouais, exactement. Donc 2025, c'est ce que j'ai placé en premier. Après, j'ai eu rapidement le Chianti parce que je l'avais déjà fait en 2024 et j'avais vraiment adoré cette course. Donc je me suis dit, bah allez, on retourne au Chianti, et le Lavaredo qui est venu en 3e choix. Et après, bah là effectivement, je commence à avoir des doutes, c'est que le Lavaredo est assez proche de l'UTMB. Ouais. C'est compliqué de refaire vraiment des gros blocs d'entraînement entre les deux. Donc, bah, cette saison, elle est placée comme ça. Et l'an prochain, je vais peut-être réfléchir pour vraiment écarter encore plus l'ultra qui se trouve avant l'UTMB. Parce que, bah, effectivement, l'objectif de l'année, c'est l'UTMB. On va dire Chianti Lavaredo, c'est un peu les 2 sous-objectifs. Mais ouais, l'UTMB, je place en premier, puis je construis autour. Ce qui t'appelle là-bas, c'est la portée de l'événement, c'est la densité des coureurs et donc se frotter à l'élite mondiale. Est-ce que c'est plus globalement le parcours et les petits oiseaux que t'aimes tant, l'ambiance? Qu'est-ce qui fait que ça compte autant pour toi? Alors, l'UTMB, il y a 2 choses. Ça va être le niveau au départ. C'est quand même là qu'on va retrouver vraiment le plus d'élite sur ultra. Je pense qu'il n'y a aucune course qui arrive à rivaliser avec une start list pareille, que ce soit l'UTMB, la CCC ou sur du plus court l'OCC. Donc en 1, je dirais ouais, voilà, pour son plateau. Parce que bah, si on veut se comparer au bout d'un moment, faut aller sur les courses où il y a les meilleurs. Après, le parcours qui est quand même assez mythique. On fait le tour du Mont Blanc, c'est le plus gros sommet d'Europe. C'est quand même assez stylé. C'est vraiment le seul 100 miles où j'accepte de souffrir aussi longtemps. Typiquement, je vais dire la diagonale des fous en 2 parce que c'est la plus mythique. Je refuse d'y aller parce que mentalement, je sais que ça fera pas. C'est un effort que j'aime pas forcément à 100 miles. Donc, aller sur un autre 100 miles que l'UTMB, je sais que je vais aller droit dans le mur. Je serai pas motivé, donc ça va pas faire. Moi, j'aime beaucoup les courses de 100, 120 km. C'est là où j'ai le plus de plaisir. Après, l'UTMB, pour son ambiance, forcément, bah, c'est quand même vraiment mythique. J'ai le souvenir en 2024, quand on arrive au-dessus de Saint-Gervais, on est encore dans la forêt, et je devais avoir à peu près, je sais pas, 5-10 minutes de retard sur la tête, et j'entends le moment où la tête de course rentre dans Saint-Gervais. Moi, j'étais encore tout seul dans la forêt, et j'avais vraiment l'impression que j'allais arriver au milieu du Stade de France. C'était assez fou. On les entendait hurler. C'est assez mythique. Après, bah, il y a le passage à Notre-Dame. Après Notre-Dame, c'est un peu moins drôle. On se retrouve tout seul la nuit. Mais ouais, il y a que cet ultra où on peut retrouver cette ambiance. Après, bah, forcément, des courses plus courtes comme Sierzinal, Zegama, on peut aussi retrouver ça. Mais en faisant de l'ultra trail, je pense que l'UTMB est quand même vraiment unique au monde. Tu préfères une 15e place sur un UTMB ou gagner ou faire podium sur une course peut-être capée, mais peut-être de second rang, si tu avais le choix? Une 15e place sur l'UTMB, sans hésitation. Tu nous l'as dit tout à l'heure, Robin, tu as réaffecté un peu, tu as réagencé en tout cas ton
ton emploi du temps professionnel, puisque tu es désormais à 80%, c'est une nouveauté. Qu'est-ce que ça change concrètement dans ton quotidien et dans ta tête? Oui, effectivement, depuis le 1er janvier, j'ai la chance d'avoir pu descendre mon temps de travail, donc d'être à 80%. Ce qui change, alors j'ai augmenté quand même le volume, mais aussi la récupération à côté, où j'ai plus le temps de faire tout ce qui est de l'automassage, vraiment de la récupération active. Et puis, ouais, juste une journée de travail en moins, je sens que vraiment au niveau de la récupération, j'arrive à mieux encaisser les blocs, je récupère mieux des entraînements. Donc ouais, ça c'est cool. Je sens que c'est plus facile à enchaîner que quand j'étais à 100%, où forcément c'était tous les soirs l'entraînement. Je remplissais à fond les week-ends, donc j'avais pas vraiment de temps. Avec ma compagne, du coup, c'était pas forcément cool parce que les week-ends, j'étais pas hyper présent. Donc ouais, le 80%, c'est vrai que ça libère bien mentalement aussi. J'ai lu que tu n'étais pas prêt à te consacrer à une carrière pro à 100% de ton temps. C'est quoi tes craintes par rapport à ça? Si demain tu devais complètement dropper toute carrière pro par ailleurs et te consacrer à un projet professionnel d'athlète d'ultra-trail? Ouais, j'ai ce problème, c'est peut-être de trop anticiper à chaque fois les choses. C'est que je me vois dans 10-15 ans, quand je pourrais plus courir, on va dire, on part du principe, j'ai eu de la chance, j'ai été athlète pro pendant 10 ans, ça a été génial, j'ai tout vécu. Et là, d'un coup, athlète pro en trail, tu gagnes juste de quoi vivre, on va pas se mentir, même les tout meilleurs, c'est pas des footballeurs. Donc forcément, quand ça s'arrête, faut se réorienter. Et je me vois mal retourner dans le monde du travail après 10 années sans avoir travaillé. Et je pars du principe que moi, mon premier objectif là, c'est vraiment de me retrouver à 50% le plus rapidement possible. Donc le plus rapidement, ce serait quoi? Ce serait dès janvier prochain, dans un monde idéal. Et donc, j'estime en fait qu'avec un 80%, j'arriverai déjà à vraiment faire de super choses dans ce sport. Et après, peut-être faire déjà 1 année, 2 années, 3 années avec un 50, ce serait vraiment parfait pour moi. Puis pourquoi pas voir la suite, s'il y a encore un échelon à passer ou quelque chose comme ça. Je m'interdis pas à tout moment de passer 100% dans le trail. Mais actuellement, effectivement, il y aurait forcément la pression des résultats. Parce que on va pas se mentir, je suis pas le meilleur des influenceurs, hein, donc si mes résultats sont pas là, les sponsors, je pense qu'ils vont pas donner de l'argent très longtemps. Hein. Et ouais, il y aurait cette pression supplémentaire où je suis pas forcément sûr de la tenir. Puis vraiment garder un boulot à côté, ça me permet vraiment de garder les pieds sur terre, on va dire, et de pas de prendre la grosse tête, puis d'être plus proche du monde réel. Comment tu te situes là dans tes capacités et ton potentiel? Est-ce que tu as vraiment des ambitions là au plus haut niveau international? Est-ce que tu vois encore un long chemin et des potentialités pour accéder encore bien plus haut? Comment est-ce que tu jauges un peu ta courbe de progression à venir encore? Ouais, effectivement. Alors, j'ai des ambitions assez élevées. J'ai 2 rêves, on va dire, avant de prendre ma retraite. Il y en a un, il va te faire rire, c'est le 10 km route en moins de 30 minutes. Ok. Donc ça, j'y travaille un peu secondairement. Et puis, le moins de 20 heures à l'UTMB. T'as fait une course en février, c'est ça? T'en as fait un 10K, je crois, c'est ça? J'ai fait mon premier cette année. J'en ai jamais T'as fait quoi, 33, non? C'est ça, quelque chose comme ça? J'ai ça en tête. 31,59. 31,59, ok. Ouais. Alors après, on va dire, il y a que 2 minutes à gagner. Bon, c'est les 2 minutes les plus compliquées, hein, on va pas se mentir. Ouais. Donc ça, c'est le rêve que tu cites en premier, c'est marrant. Ouais, parce que j'ai de plus en plus de plaisir à courir sur route. L'hiver, ouais, c'est vraiment... il y en a, ils trouvent ça chiant. Moi, j'ai plaisir à le faire. Et donc, le deuxième, ouais, comme je disais, c'est les moins de 20 heures à l'UTMB. En fait, dire, ouais, je veux gagner l'UTMB, c'est presque trop bateau, puis ça va pas dépendre que de moi. Hein. Si le sport se professionnalise plus rapidement qu'on l'imagine, je pense qu'on peut rapidement atteindre des chronos assez délirants et concrètement, j'aurai jamais ma chance pour le gagner. C'est pour ça que je préfère parler en chrono. Et donc, ouais, si un jour j'arrive à faire moins de 20 heures, même si, je sais pas, en 2030, je fais 19h50, que je suis 20e, moi, mon objectif sera totalement rempli. Alors ouais, ma place, elle sera moins bien qu'en 2024, mais le chrono, il sera juste dingue pour moi. Et ça, tu le maîtrises effectivement. Tu maîtrises pas la forme des autres sur la ligne de départ. Ouais, exactement.
Merci beaucoup, Aubin. On va passer au questionnaire de Proust, une rubrique du podcast pour laquelle j'ai 3 questions. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Attention, prends une pause de philosophe, ça va aller chercher profond. Quelle est la plus grande coïncidence qui ait marqué ta vie? Moi, je ne saurais pas quoi répondre, je te le dis. Ouais. Alors, je te cache pas que moi non plus, j'en ai pas une très claire. Donc, je vais t'en sortir une, mais plus une anecdote qu'une qui a changé ma vie, hein, parce qu'elle a rien changé à ma vie concrètement. Mais ce qui est rigolo, c'est que donc avec mon frère, on a 2 entraînements, pas opposés, mais vraiment on les prépare pas ensemble. Lui, il a son entraîneur, moi je m'entraîne tout seul. Je fais mes propres plans d'entraînement. Puis donc on préparait tous les 2 le Chianti en ce début d'année. Et il se trouve que je sais plus vers mi-février, fin février, on a passé en fait le même jour les 1000 km chacun. Ok. Et on en a un peu rigolé ensemble parce que si on regarde notre préparation, elle se ressemble absolument pas. Pas du tout, ouais. Mais en termes de kilomètres, on s'est retrouvés le même jour à passer les 1000. Donc c'était une barre assez symbolique. Vous avez joué le déni, vous départagez ou pas? Ah, c'est une bonne question, j'ai pas regardé. Je vais appeler Hugo là juste après pour savoir. Ouais. Ouais, il connaît peut-être mieux les chiffres que moi. Il analyse plus. Et après, en fait, une contre-coïncidence, c'est le fait que, toujours avec mon frère, on n'arrive jamais à réussir un ultra les 2 en même temps. Ouais. Et c'est dommage parce qu'on se retrouve souvent au départ ensemble et à chaque fois, il y en a un des 2, c'est pas son jour. Vous êtes 2 aimants. Donc après, avec la même face du même côté. Un jour, ça va faire, mais on attend. C'est un bon objectif. Vous rêvez des mêmes courses en plus. Tu nous l'as dit, vous avez les mêmes objectifs et puis je pense le même Graal. Deuxième question pour toi, Aubin. Le petit détail de ta personnalité que peu de gens connaissent, mais qui te définit en profondeur. Je pense que c'est très perfectionniste et un éternel insatisfait. C'est-à-dire que mes entraînements, je vais beau avoir j'écris l'entraînement sur le papier, même si je le réussis à l'entraînement, je vais toujours me dire, mais il manque ce petit truc, t'aurais presque pu faire mieux. C'est vrai que je vais jamais rentrer en étant pleinement satisfait. J'ai toujours un petit truc, Monsieur Plus, que j'aimerais améliorer. Exactement. Après, je pense que c'est aussi ce qui fait que j'arrive toujours à progresser, c'est que j'en veux toujours plus. Mais ouais, du coup, c'est dommage aussi de pas se satisfaire de ce que j'arrive à faire à l'instant T. Est-ce que ça arrivait malgré tout une fois là sur une course où tu te dis là, ok, j'ai fait peut-être pas la course parfaite, mais en tout cas une course très pleine et sur laquelle t'as pas beaucoup d'optimisation à tirer? Je pense le Chianti 2024, Chianti l'an passé, où franchement au niveau des sensations, de la gestion de course, j'avais vraiment passé une journée assez exceptionnelle et j'ai quelque chose à reprocher, mais j'ai pas grand chose en regret. Dernière question, Aubin, de ce questionnaire de Proust. Si tu pouvais faire disparaître une de tes mauvaises habitudes en un claquement de doigts, laquelle serait-elle? Ce serait vraiment l'humeur que va me donner mes entraînements. C'est-à-dire, mon entraînement va énormément affecter mon humeur d'après. L'avantage, c'est que c'est souvent en fin de journée, la semaine. Donc le matin, tu es fréquentable à peu près à tous les coups du lundi au vendredi. Le matin, je suis toujours tu t'entraînes à 16h la plupart du temps, de ce que j'ai compris, après le boulot. En tout cas, la semaine. Exactement, ouais. Donc, on te récupère de mauvaise humeur le soir. J'essaie un peu de passer outre, mais malgré tout, ça revient toujours, quoi. Si y a un entraînement qui s'est mal passé, je vais avoir du mal à vraiment avoir un grand sourire après, à être déconneur. Bon, je vais pas non plus être horrible, hein, faut pas imaginer. J'ai justement un témoignage de ta copine à faire écouter. Ça peut te gâcher une soirée, ça peut durer jusqu'à ce que tu te couches? Non, ça passe assez vite. Mais j'aimerais bien que ça influe pas du tout, quoi. L'entraînement, il est passé, il a été réussi, raté, peu importe, je passe à autre chose. C'est vrai que pour l'instant, j'arrive pas vraiment à faire ça. Bon, t'as la conscience, ça veut dire que t'es sur la voie de la correction, exactement. Aubin, je vais présenter brièvement ta course épique, donc le Chianti Bayou UTMB, de Bayou UTMB. Donc le Chianti Bayou UTMB, c'est un peu l'histoire d'une évidence, c'est celle d'un territoire unique au monde, les collines toscanes, et d'un événement qui invite les coureurs à les parcourir autrement. Elle a été créée en 2018 autour d'une bouteille de vin, cette course. Et évidemment, elle a rejoint le circuit UTMB World Series en 2023. Cette course, elle s'est rapidement imposée comme une des nouvelles étapes iconiques de ce circuit. Elle mêle patrimoine, art de vivre, nature et défis sportifs au cœur d'une des régions les plus célèbres d'Italie. Elle se tient chaque année au mois de mars à Arada in Chianti, petit village typique. Je crois que c'est Riquiqui. J'ai pas eu la chance d'y aller, mais c'est minuscule de ce que j'ai pu comprendre. C'est entre Florence et Sienne qui est l'épicentre de ce rendez-vous désormais incontournable
de début de saison. Il y a 5 formats. Donc, l'Ultra Trail Chianti Castles, qui est 120 km cette année. Tu nous en parleras et on va passer pas mal de temps sur ta course. C'est 5200 mètres de dénivelé positif. Le Chianti Ultra Trail, 73 km, 3000 de D+. Et ensuite, des formats marathon de 46 km, le Half Trail qui en fait 20. Et la Wine Run, toute une promesse qui fait 10 km. La Startiste masculine, elle a beaucoup fait parler, évidemment, cette année avec la présence notamment des 3 derniers vainqueurs de l'UTMB, Jim Wamsley, Kylian Jornet et Vincent Bouillard, au point d'écraser quand même, on peut le dire, les autres coureuses et coureurs qui étaient présents sur l'événement, peut-être à regret. En tout cas, c'est vrai que l'affiche était belle, mais il y avait plein de belles start lists sur les différentes courses. Est-ce que j'ai à peu près tout dit, Aubin? Est-ce que le décor il est plutôt bien planté pour ce qui est ceux qui ont UTMB? Ouais, non, c'est super bien résumé. Ok. Alors effectivement, je te confirme que Rada, j'y suis allé 2 ans de suite. Je me demande comment ils font. Là, je crois qu'il y avait 4000 coureurs cette année au total de toutes les courses. Je sais pas où les gens logeaient, parce que c'est vraiment... le village, il est minuscule, tu peux quasiment pas y loger. Mais après, c'est-à-dire, il y a pas de grande ville très proche autour non plus. Ouais. Donc ouais, c'est impressionnant de faire un si grand événement dans une ville si petite. Beau défi. C'est le moment de passer à notre rubrique de la question qui pique. Aubin, t'es prêt? Parce que là, pour l'instant, tout se passe très bien. Là, j'ai 3 questions un peu déconnes autour de la région de Chianti et puis son fameux vin, évidemment, on est obligé d'en parler. Donc 3 questions, 3 affirmations pour toi. Tu as de me dire si elles sont vraies ou fausses. Ok. Et ça n'est pas très important si tu réponds pas juste. On s'en fout un peu. Donc pas de pression. Ok, parfait. Première affirmation pour toi, Aubin. Le Chianti est la plus vieille appellation de vin au monde. Faux. Alors, tu avais une voix très assurée, mais c'est vrai. Voilà. C'était en 1716, le grand-duc de Toscane Cosimo III de Médicis qui délimite officiellement la zone de production du Chianti. Et c'est la première appellation contrôlée de l'histoire du vin, bien avant nos AOC françaises. Tu vois, je ne le savais pas non plus, je l'ai appris en préparant l'émission. Pas facile. Deuxième affirmation pour toi, Aubin. Le Chianti est également une appellation protégée pour l'huile d'olive. Faux, il n'y a pas d'olive là-bas. Alors, Aubin, c'était un peu moins affirmé, mais c'est aussi vrai. Je suis désolé, elle est produite en très petite quantité, tu as raison, il n'y en a pas beaucoup, mais elle est considérée comme l'une des plus fines et des plus intenses d'Italie. J'ai une 3e affirmation pour toi, et celle-là, elle ne va pas t'échapper, j'en ai la certitude. Kylian Jornet a lancé sa propre appellation dans un vignoble toscan qu'il a récemment acquis, et sa cuvée de référence s'appelle le Chianti. Oh. Bravo, c'est une bonne réponse. Bon, écoute, ça n'a pas été un grand cru et pourtant, tu as de la bouteille, mon cher Aubin. Je pensais que tu devinerais un peu plus les bonnes réponses, mais c'était pas facile. J'avoue que j'aurais pas fait mieux à coup sûr. Ouais, l'huile, ça me surprend. Ouais, écoute, ça fera un petit cadeau souvenir si tu y retournes l'année prochaine. Tu pourras ramener ça dans tes bagages. Ouais. Autant les vignes, on les voit bien pour le vin, mais alors l'huile, je pensais pas. On en apprend tous les jours. Aussi dans Course Épique, tu vois, sur la gastronomie, sur le patrimoine. Aubin, on va parler de Chianti. Donc, c'est une course que tu connais, tu nous l'as dit. Tu y as participé en 2024. Qu'est-ce qui a éveillé ton envie d'y aller pour la première fois? Donc, c'était l'année dernière. Qu'est-ce qui t'a fait envie sur cette course? Est-ce que c'était la façon dont elle se positionne aussi dans le calendrier? Ça joue d'avoir une course comme ça ou ça peut être au contraire un frein, peut-être d'avoir une course déjà avec ce niveau-là et puis cette intensité de parcours et de kilomètres très tôt dans la saison? Alors, il y a plusieurs raisons. Effectivement, tu as donné la plus importante, je dirais, pour moi. C'est son positionnement dans le calendrier. En fait, j'ai fait 4 ou 5 fois, j'ai un doute, la Transgran Canaria. Donc, qui, pareil, elle est soit le dernier week-end de février, soit le 1er de mars. Donc, encore plus tôt. Et en fait, j'avais un peu envie de changer. J'avais pas forcément envie de retourner aux Canaries. Et j'ai vu justement qu'il y avait le Chianti UTMB. Donc, je me suis dit, autant aller là-bas. Et la deuxième raison qui fait que j'ai choisi cette course en plus du calendrier, c'est pour son côté, on va dire, roulant. C'est-à-dire qu'il va falloir énormément courir. Moi, j'ai une belle réputation de randonneur, on va pas se mentir. Les courses où j'ai le mieux réussi jusque-là, c'est celles où il y a un ratio dénivelé kilomètre assez monstrueux. Donc, c'était un peu un défi pour moi et c'était vraiment un gros axe de progression. Toujours, en fait, en vue de l'UTMB, concrètement, ce que je travaille, c'est pour être meilleur sur l'UTMB. Et je m'étais dit, tiens, Aubin, ça va te faire du bien d'aller sur une course de 100 km où il va falloir courir quasiment tout du long. Donc, c'est pour ça que je l'avais choisi. C'est qu'elle était tôt dans la saison. Elle était roulante. Donc, j'allais pouvoir bien travailler l'hiver là-dessus. Et j'avais du temps pour placer un autre ultra entre celle-là et l'UTMB. On a compris en tout cas que tu n'es pas venu pour l'huile d'olive. Non. Elle faisait 100 km l'année dernière pour info et 4000 mètres de D+.
Ça s'est bien passé, tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est sur cette édition 2024. Qu'est-ce que tu as réussi à faire de bien? Mais je pense que toutes les planètes s'étaient alignées en 2024. Comme à mon habitude, j'étais parti pas trop vite et j'étais vraiment dans un super mood. Ma compagne pourra témoigner parce que c'est elle qui me fait les ravitaillements à chaque fois. Je suis très peu agréable en course, hein. Voilà, c'est un fait, je vais pas mentir là-dessus. Et là, il se trouve qu'au Chianti 2024, j'ai été ultra déconneur avec elle. Et vraiment, j'arrivais à chaque fois avec un grand sourire. Enfin, ouais, il y a tout qui se passait bien. J'étais pas dans les premiers, mais en fait, ça me touchait absolument pas. Les jambes, elles répondaient bien. Bon, forcément, la fin, elle a été un peu compliquée, mais ouais, non, franchement, une super journée. Je crois que j'avais prévu, je sais plus, 9h30, mais vraiment au mieux du mieux dans mes estimations. Je suis arrivé en 9h, j'avais fait 5e. Et puis ouais, c'était une super journée. On avait eu un soleil radieux, contrairement à cette année où c'était horrible. Un beau lever de soleil sur les petites collines. Ah non, c'était vraiment magique 2024. Un bel alignement. Qu'est-ce qui fait, Aubin, là justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, que sur les courses, tu peux être peut-être désagréable avec ceux qui sont autour de toi. C'est quoi? C'est l'ultra concentration, en fait, c'est la façon dont toi tu gères l'enjeu autour de la course et de rester le plus possible dedans? Je pense que c'est beaucoup de concentration, ouais. Après, que ce soit l'UTMB ou le Chianti 2025, ce coup-ci, c'est parti un peu fort. Donc forcément, assez rapidement, t'as les jambes qui commencent à piquer. Ça met un peu du doute, hein, parce que la course, elle est longue. Ça fait même pas 2 heures. Tu sens que t'as déjà un peu de fatigue. Et ouais, forcément, je me questionne énormément pendant la course. J'essaie de rester hyper focus sur ce que je dois faire. Donc ouais, je sais très bien que je vais pas être l'athlète le plus souriant pendant un ultra, ouais. Et tant pis pour Instagram. Tant pis. Aubin, le grand axe, en tout cas le focus de ta préparation cette année, c'était vraiment la vitesse, c'était ça l'enjeu principal de bosser cet aspect-là? Ouais. Alors la vitesse, forcément à plat. C'est pourquoi aussi j'avais mis un 10 km, je sais plus, fin février de mémoire, pour vraiment valider tout le travail que j'avais pu faire à plat l'hiver. Et le deuxième enjeu, c'était aussi de gagner en puissance sur tout ce qui est courir en montée, en fait. Parce que alors, dès qu'il faut marcher avec des bâtons, ça va, je maîtrise, je le fais quasiment depuis tout petit. Le ski de fond, ça m'a aussi beaucoup aidé à maîtriser ça. Mais je me rendais compte, typiquement, la montée au col de la Seigne, sur l'UTMB, où il faut quand même beaucoup courir, je subis énormément parce que je suis pas puissant. Donc, courir sur des faux plats montants, j'y arrive pas bien. Donc, j'ai beaucoup travaillé ça cet hiver. Alors, j'ai très peu de plaisir à le travailler, ça, contrairement à la vitesse à plat. Mais voilà, ça a été vraiment un de mes gros axes de travail. Donc coupler ça en courant, plus avec beaucoup de musculation aussi cet hiver, vraiment de la force pour gagner en puissance. Et au final, ça a vraiment bien payé au Chianti parce que je me suis senti fort. Alors bon, si on me compare aux 3 extraterrestres, je peux pas dire ça, mais en me regardant moi-même, je me suis senti fort en montée par rapport aux courses précédentes. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus sur la structure de ta prépa? Tu as fait 3 blocs assez intensifs de 4 semaines et puis un 4e qui était un peu plus cool de ce que j'ai compris. Est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs comment tu as construit ça? Exactement, j'avais pris un peu... J'avais copié une préparation marathon. Enfin, je m'étais inspiré d'une préparation marathon. Donc, j'avais fait une préparation en 12 semaines, plus par contre 4 semaines derrière de décharge. Ce qui fait qu'à chaque fois, je l'ai coupé en 3 blocs de 4 semaines, comme tu as dit, cette préparation. Et à chaque fois, je faisais 4 semaines croissantes. Donc, que ce soit en termes de kilomètres, de dénivelé. Par exemple, je partais de 100 km, 4000 mètres en une semaine. Puis, je montais jusqu'à 160, 7000. Je rajoutais aussi de plus en plus d'intensité. Donc, la première semaine, j'étais à 2. Ensuite, à 3 intensités par semaine, 3 intensités par semaine, puis la 4e, 4 intensités. Donc, vraiment, j'augmentais tout. Distance, dénivelé, intensité. Et ensuite, tac, je repassais sur l'autre bloc. Donc, ça me refaisait une semaine plus légère. Et j'ai fait, 3 pics comme ça. Je voulais monter jusqu'à 175 km sur la dernière semaine. J'ai commencé à avoir quelques gênes au niveau d'un genou, surtout. Ce qui fait que je sais plus, j'ai dû faire 165 au lieu de 175. Mais ouais, c'était vraiment ma préparation la plus aboutie.
Vraiment, j'étais ultra satisfait de cette préparation. C'était 12 semaines. En fait, souvent, moi, une préparation, je la finis, je suis à plat complet. Faut plus rien me demander pendant 3 semaines. J'aurais des sensations nulles. Ouais, franchement, quand je rentre d'un entraînement, c'est pas la peine de me dire ça s'est bien passé. La réponse, ce sera non. Et là, il se trouve que j'ai pas fini si fatigué que ça ces 12 semaines. Je me suis dit, ah, c'est génial. Tu vas vraiment pouvoir faire une belle décharge sans être à l'agonie. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu de plus en plus mal aux genoux. J'ai essayé de maintenir mes kilomètres, du coup, dans la première semaine de décharge. Ça a pas tenu. J'ai fait une semaine complètement off. Je sais plus, je crois que j'ai 20 kilomètres, du coup, 3 semaines avant le Chianti. Et ensuite, j'ai pu reprendre. Mais effectivement, je suis arrivé au Chianti et j'avais cette double sensation. 1, d'avoir réussi la plus belle prépa que j'ai jamais faite. Et 2, d'avoir un peu gâché l'affûtage, quoi. J'avais pas pu faire ce que je voulais dans les 4 dernières semaines. Donc j'étais sûr de moi et d'un côté j'avais un petit doute. La période pendant laquelle tu as coupé, là, juste avant Chianti, ça a été combien de semaines là, ça a été 4 semaines ou ça a été plus court que ça? La période d'affûtage et de décharge? Alors je mets 4 semaines d'affûtage, mais après, dans mes plans, en fait, c'est coupé, je reste autour de 100 km par semaine quand même. D'accord, c'est une coupure relative. Mais bah, quand je passe de 175 à 100, effectivement, j'ai l'impression de plus faire grand chose dans la semaine. Mais je continue quand même à garder beaucoup de course à pied pendant l'affûtage. J'ai parlé tout à l'heure de la densité, évidemment, qui était présente sur la start list. À quel point ça influence ton objectif? Est-ce que il est corrélé à une position, donc tu regardes ça de près, ou est-ce que finalement, peu importe qui est là, toi, tu as envie d'être plus le regard posé sur ton chrono et plus qu'une place que tu maîtrises pas nécessairement? Alors effectivement, je vais souvent plutôt parler en termes de chrono. Parce que la place, l'ultra, on sait qu'il y aura de toute manière des abandons, il peut tout se passer, on va pas, voilà, on gère pas ce que font les autres. Donc j'aime vraiment arriver sur une course en parlant de chrono. Donc là, j'avais annoncé 11h15. Bon, pour faire plaisir sur les réseaux, j'avais annoncé un top 5 en objectif. Mais en réalité, le 11h15 me tenait beaucoup plus à cœur que le top 5. En voyant la start list, j'avais 2 problèmes. C'était, il y avait les 3 monstres ça amène de la densité, mais d'un côté, ils jouent pas dans la même catégorie que nous. Donc, je les avais un peu mis de côté. Mais après, j'avais hâte de me confronter face à un Andreas Reiterer, Luke Greenfield Show, je connaissais très peu, mais on m'avait annoncé très en forme. Typiquement, un Lambert Santelli. Il est spécialiste quand il y a des cailloux, mais je sais qu'il avait très bien préparé cette course. Il était allé à l'avance, il avait repéré le parcours. Donc ouais, j'avais hâte, c'était surtout de me confronter à ces coureurs, ça peut être manque de respect, mais de seconde zone par rapport aux 3 qui nous ont donné une leçon, hein, les 3 monstres. Donc, on va dire que vous êtes la première zone et qu'eux, ils sont hors zone. Ok. Ouais, c'est ça. Donc j'avais vraiment hâte de me confronter à eux. Ouais. Est-ce que la Western, c'est quand même quelque part, en tout cas le ticket pour la Western, c'est quelque part dans ta tête en te disant si devant ça craque, ça pète, peut-être qu'il y a un ticket à aller chercher, ou est-ce qu'à aucun moment tu penses à ça? Alors, dans l'avant-course, à aucun moment j'ai pensé à ça. En fait, ce qui serait passé, c'est de toute manière, même en ayant le ticket, je pense pas que je serais allé à la Western. Parce que voilà, c'était pas prévu dans mon programme. Ça chamboulait énormément au niveau de mon planning congé avec le boulot, tout ça. Ça aurait été compliqué. C'est pas la course qui me fait rêver, la Western. Après, si j'avais le Golden Ticket, je peux pas te dire, je l'aurais pas pris. Il y aurait eu un moment d'hésitation. Mais donc, avant la course, j'y pensais absolument pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au ravitaillement kilomètre 70, donc à ce moment-là, j'étais avec Lambert Santelli. Et là, il y a tout son staff de Corse, bien chaud. Ils nous ont dit, vous êtes qu'à 15 minutes de Vincent et Kylian, ils tirent la gueule, ils sont vraiment pas bien, là. Franchement, il y a une place à aller chercher, ils vont craquer, quoi. Bon, on connaît la suite, hein, c'est Lambert et moi qui avons craqué. Mais effectivement, à ce moment-là, du coup, ça nous a chauffé. Ça traversait l'esprit, ouais. Ouais, on a fait 2 heures, je pense, l'un comme l'autre, trop rapide pour notre niveau, parce qu'on s'est mis à rêver d'un truc qui était inatteignable, hein. Et forcément, on a subi la fin de course. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais ça se trouve, tu vas passer la ligne, puis on va te donner un golden ticket et tu vas pas savoir quoi en faire, quoi. Quand vous arrivez sur place, ce qui a été surprenant, c'est que sur toutes les photos, tout le monde avait l'air bien couvert, donc les conditions avaient l'air bien dégueu. Est-ce que ça, c'est un paramètre qui influence ton appréciation à venir de la course? Est-ce que ça, en gros, ça te fait chier de te dire que ça va être
des conditions comme celle-là? Ou est-ce que tu composes bien avec sur le principe? Non, alors mentalement, ça me touche pas trop. Je trouve juste ça dommage, c'est que du coup là, franchement, si on m'avait fait courir 11 heures sur tapis, j'aurais quasiment eu le même plaisir parce que je connaissais les paysages de l'année d'avant. J'avais un souvenir de lever de soleil qu'on avait eu. Là, cette année, on a eu des trompes d'eau tout le début de course. Toute la fin de course, c'était dans le brouillard. Donc franchement, on n'a rien vu du Chianti. Et ouais, les coureurs qui sont venus pour découvrir, j'espère qu'ils ont pu en profiter avant ou après. Parce que là, pendant la course, c'était nul, quoi. C'était Après, cata. moi, quand je vais sur une compétition, c'est pour performer, pas pour profiter du paysage non plus. On va dire que c'est un plus, mais ouais, je viens pas pour ça. Ouais. Juste avant qu'on se lance dans tes pas sur la course, Aubin, j'ai une dernière question pour toi. La stratégie que tu avais en tête, à quel point tu avais anticipé une stratégie? Je sais que tu avais des temps de passage assez précis. Est-ce que tu t'es donné des grandes orientations sur la course ou plutôt faire confiance à tes sensations au fil des kilomètres? Non, je fais vraiment confiance à mes sensations. Alors, ce qui se passe, c'est que donc je note quand même des temps de passage, d'autant qu'il y a des portions qui étaient communes à l'an passé, donc j'avais fait juste un copier-coller de mes temps de l'an passé. Euh, Après, je les apprends par cœur, en général, mes temps de passage. Là, j'avais oublié, donc c'est le vendredi soir, d'un coup, j'étais couché, je me dis, waouh, mais j'ai rien appris. Donc, je me suis relevé et j'ai appris mes temps de passage. Bon, ça va, je sais plus, j'en avais une dizaine, puis je retiens assez vite. Tu les oublies jamais dans la course, dans l'effort? Non, je les connais par cœur, vraiment. Ok. Quand je les apprends, je les apprends. Sans anti-sèche. Ouais. Au début, je les notais sur le bras, puis maintenant, j'arrive facilement à les apprendre. Mais en fait, ça me sert surtout à savoir ce que je dois prendre à manger et à boire entre les ravitaillements. Typiquement, s'il y en a deux pas trop loin, je prends qu'une flasque. J'évite de porter deux flasques inutilement. C'est vraiment pour anticiper ça, principalement. Il se trouve que j'étais un peu en retard au début sur mes temps de passage et je suis revenu dessus d'un coup à la mi-course. Aubin, ça y est, on est le 22 mars, il est 4 heures du matin, ça pique évidemment. Comment est-ce que tu es, toi, sur une ligne de départ, là, quand c'est le moment, en tout cas les minutes qui précèdent le coup d'envoi de la course? Est-ce que tu es super impatient? Est-ce qu'il peut y avoir une partie de toi qui est un petit peu préoccupée par ce qui t'attend, une espèce de pression? Ou est-ce que tu vis ça avec beaucoup de détachement avec l'expérience que tu as aussi? Est-ce que tu es plutôt là pour savourer et avoir hâte d'en découdre? Alors ça va dépendre des courses, enfin surtout de l'heure de départ des courses. Typiquement, l'UTMB qui est à 18h ou même les courses comme le Lavaredo qui sont à 23h ou minuit, Tu j'ai cogites? énormément hâte d'en découdre. Ok. Ouais, forcément, la journée avant, elle est interminable, hein. Mais voilà, c'est des heures où j'adore prendre le départ. Même si c'est à minuit, je serais assez excité sur les lignes à minuit. Contrairement à là, au Chianti, c'était à 4 heures. Donc, je m'étais levé 1 heure avant. Ouais, on a encore un peu la tête dans le seau. J'étais sur la ligne, c'est vrai que je me rendais pas trop compte que j'allais faire une compétition. J'arrive, je voyais Kylian, Jim, Vincent. Puis ouais, j'étais encore un peu endormi. J'avoue que les premiers kilomètres, ils sont passés. J'ai mis du temps un peu à me réveiller. Ouais. Tu Puis manges après, rien, là? Tu j'aime dis que pas. tu t'es réveillé 1 heure avant. Ça veut dire que t'as pas de petit-déj ou de choses comme ça? Si. Alors, je déjeune avant les ultras, mais je peux manger juste avant et en général, ça passe super bien. Ouais. J'ai pas besoin de me lever 3 heures avant pour digérer. Ça y est, Aubin, le départ est donné. Alors, la course, elle part pas exactement comme ce que tu imaginais. Tu as peut-être fait un transfert sur le départ de l'année précédente. Est-ce que ça influence, toi, la façon dont tu décides de gérer ce début de course? Ouais. Comme tu l'as dit, j'avais vraiment 2024 en tête. Et malgré la présence des trois, je m'étais dit que ça allait un peu se regarder au début, qu'on allait faire, je sais pas, un groupe de 10-15 ensemble sur les premiers kilomètres. En fait, pas du tout. Ils sont partis à une allure que j'aurais pu suivre puis éclater au 20e. Hein. Donc, j'ai préféré laisser partir tout de suite. Et ouais, je me suis mis dans mon rythme au final un peu tout seul parce que il y en a beaucoup qui ont quand même voulu accrocher un peu. Alors, sans rester vraiment avec les trois, mais en étant pas loin derrière. Et moi, je me suis dit, voilà, vu comme ils sont partis, ça va pas rigoler. Et il faut pas essayer de les suivre, quoi. Ils font pas le même sport, fais ta course et oublie-les. Donc ouais, je me suis un peu retrouvé seul. C'était presque dommage. J'étais presque déçu du coup que ça se passe comme ça. Elles te disent quoi, tes premières sensations, là, sur les premiers kilomètres? Est-ce que tu attaches beaucoup d'importance? Est-ce que souvent, ça en dit long sur ce que va être la suite de ta course ou c'est pas forcément à extrapoler, là, ces premières sensations? Non, je fais pas trop attention. J'essaie quand même de beaucoup m'écouter. Je surveille énormément la montre, surtout pour avoir la vitesse. Parce que avec l'adrénaline, bon là, j'en avais pas beaucoup à 4 heures.
Mais c'est vite fait quand même voilà, forcément, tu te sens bien, tu as la fraîcheur des dernières semaines qui ont été plus cool. Et c'est vite fait de partir beaucoup trop vite en disant, ouais, mais je me sentais bien. Ah, mais forcément que ça allait pas tenir plus de 10 heures. Donc ouais, je regardais beaucoup la montre. Je me disais, bah voilà, les sensations, elles sont pas folles, mais je sais très bien qu'en début de course, en général, moi, c'est comme ça, et puis ça revient après. Est-ce que tu as été surpris par le parcours? Et tu nous as dit les conditions, elles étaient pas très simples. Il a pas mal évolué par rapport à ce que tu en connaissais. Est-ce que c'était plus inconfortable pour toi finalement le terrain que tu as découvert là? Oui, je pense aussi que j'avais vraiment un mauvais souvenir de l'an passé, parce que moi, dans ma tête, on avait vraiment que des grandes pistes où ça courait, ça courait. Et alors cette année, ils ont changé un peu le parcours, mais il y a quand même des points communs avec l'an passé. Et effectivement, il y avait quand même des singles. La semaine d'avant, il y avait eu toutes les inondations en Toscane, donc ils étaient bien détruits les chemins. On a vu tous les athlètes à l'arrivée, ils étaient couverts de boue. Et en fait, du coup, ça demandait pas mal de concentration. En plus, le début de course, il se fait de nuit, il pleuvait, donc on avait juste le faisceau de la frontale avec la pluie. Forcément, tu vois un peu moins bien. Donc ouais, énormément de concentration, une foulée qui déroulait pas comme je l'avais imaginé sur piste, quoi, où à aucun moment on était gêné. Et c'est vrai que je me suis fait surprendre. Puis surtout, je me suis dit, ça fait 3 mois au bain que tu dis à ton frère que c'est que des grosses pistes, qu'il faut courir, qu'à aucun moment c'est technique. Alors oui, c'est pas technique, hein, on va pas se mentir. Mais il y a quand même des singles avec des pierres. Et je me disais, waouh, le pauvre, il doit être en train de m'insulter derrière. Tu es un petit peu en retard sur tes temps de passage, tu nous l'as dit. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut créer de la frustration ou est-ce que tu composes très bien avec ça et tu tu restes finalement assez bien dans ta course? Alors ça m'a créé un peu de frustration, mais d'un côté, les estimations du début, elles, c'était assez aléatoire parce que c'était des chemins que je connaissais pas. Le début, il changeait par rapport à l'an passé, plus le fait qu'ils étaient plus dégradés que ce que j'avais en tête. Je me disais, voilà, t'as un peu de retard, ça a jamais dépassé 10 minutes. Je crois qu'au maximum, j'ai eu 10 minutes de retard sur mes temps. Je me disais, ouais, tant pis, 10 minutes, écoute, actuellement, t'es encore assez facile. Au pire, t'accéléreras après, mais accélère pas d'un coup pour reprendre ce temps, quoi, parce que c'était la meilleure solution pour me cramer. Et du coup, oui, il y avait de la frustration, mais je pense que je l'ai super bien géré parce que à aucun moment je me suis dit, allez, t'accélères et tu reprends ces 10 minutes, quoi. Tu as réussi cependant après au 50e, là, pendant une vingtaine de kilomètres, tu as eu une période très, très faste. Ça a été un bon moment pour toi là, sur la course. Tu as commencé à reprendre Luc, dont tu parlais tout à l'heure, Andreas aussi, Lambert. Ouais, effectivement, j'étais resté longtemps 8e. J'ai fait un bout avec Elliott Philippon, donc ça, c'était cool en début de course. Après, je me suis retrouvé tout seul, je reprenais quelques coureurs, je voyais des gros dossards, ça me surprenait. Je me disais, waouh, mais les pauvres, ils sont partis tellement fort, ils vont subir, quoi. J'avais de la peine pour eux, franchement, quand je voyais leurs dossards. Et donc, petit à petit, je reprenais des coureurs. En fait, effectivement, pendant 20 kilomètres, entre deux ravitaillements, je me suis retrouvé de 8e à 4e, mais sans le faire exprès, j'ai même pas spécialement voulu accélérer. Et c'est à ce moment-là ouais, en 2 heures, j'ai repris 10 minutes sur mes temps de passage. Alors, j'avais peut-être mal jugé mes temps de passage ou quoi. Mais c'est aussi, je pense, la seule portion que j'ai pas vérifié, mais la seule portion de la course où j'ai repris du temps à Kylian et Vincent. Et ouais, alors après, moi, c'est un peu une habitude, c'est qu'à la mi-course, je me sens bien et sans le vouloir, j'accélère. Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé là. Mais ouais, c'est pas d'un coup mentalement, je me suis dit, allez, Aubin, t'accélères, tu donnes tout pendant 20 kilomètres et tu reprends le retard que t'as. Non, ça s'est fait naturellement. C'est vrai que j'étais bien, je courais toutes les bosses. Au moment où j'ai repris Lambert, il a pas mal accéléré. Et je pense qu'on est arrivé au ravitaillement assez vite. On a dû reprendre encore 1 ou 2 minutes quand on était les deux ensemble. L'un comme l'autre, ouais, ça nous a bien motivés. T'aimes bien ça Et quand il ouais, y a de non, la lutte et de l'intensité avec des coureurs ou est-ce que tu préférais, quitte à choisir, être un peu peinard, pouvoir aller à ton rythme sans dépendre de paramètres extérieurs? non, j'ai adoré ce moment avec Lambert, justement, où il y avait un peu ce fight. Le fight, Alors, en ouais. début de course, c'est différent parce qu'on peut être avec des coureurs, mais moi, je les prends plus comme une aide que comme des adversaires. Parce que voilà, c'est le début de course. À la limite, le temps passe plus vite à plusieurs. Mm-hmm. Mais ouais, là, quand il s'est retrouvé avec Lambert, en fait, ce qui se passe, c'est que lui, à plat, il me faisait bien mal quand même. J'avais du mal à rester dans sa foulée. Et en boss, c'était l'inverse. C'était moi qui arrivais à prendre un peu les devants. Donc ouais, c'était vraiment un super moment. Puis après, j'ai réussi à lui prendre 1 minute, 2 minutes.
Puis là, j'ai eu un trou noir, mais je pense que lui aussi, parce qu'il est jamais revenu. Et ouais, cette lutte, ça a été un bon moment, mais d'un côté, je l'ai payé derrière. Il y a ce trou noir justement entre le 80e et le 105e. L'explication principale, c'est ça, c'est l'intensité que tu as pu mettre sur les 30 km précédents. Je pense, ouais, parce que ce soit la nutrition ou l'hydratation, vraiment, j'ai été hyper concentré, j'ai suivi le plan à la lettre. Donc, je mangeais assez, je buvais assez, ça, c'était pas un souci. Mais ouais, il y a eu un peu trop d'intensité, je pense, du 50e au 80. Donc, du 50 au 70 sans forcément faire exprès. Puis du 70 au 80, là, c'était fait exprès, hein, les bosses, j'appuyais exprès un peu plus pour faire mal à Lambert. Et ouais, le problème, c'était peut-être un peu loin de l'arrivée, puis je l'ai payé. Ça a été vraiment compliqué, ouais, quand même. Du 80 au 105, j'étais là. Parce qu'en plus, c'est le moment où je me suis retrouvé quatrième. Quatrième, tu te dis, tu peux aller chercher le podium. Sauf que là, je me disais absolument pas ça, vu les trois qui étaient devant. Donc, c'est un peu comme si j'étais en tête et que je pouvais que perdre des places. Donc, ouais, mentalement, c'était pas facile à gérer. Tu regardes beaucoup là derrière, tu as une idée sur les écarts là, sur ces 15 derniers? Est-ce que ça t'oblige à rester très très focus jusqu'au terme de la course? Ouais, je demande beaucoup les écarts au ravitaillement, sauf que le problème, c'est qu'ils peuvent m'annoncer l'écart du ravitaillement précédent. Ils peuvent pas anticiper combien de temps j'aurai d'avance. Et ouais, ce qui fait que j'ai jamais eu beaucoup, sauf au dernier ravitaillement, donc c'est quoi, à 15 km de l'arrivée, où on m'annonce qu'en plus, Lambert, il s'est légèrement perdu. Alors on me dit, ouais, on n'est pas sûr de l'info, mais c'est son staff qui a dit. Donc là, ouais, j'ai été un peu plus serein. On m'a surtout annoncé que le 6e était vraiment loin, plus de 20 minutes. Donc, ce qui m'a rassuré, je me suis dit, quand même, en 15 minutes, le mec, il va pas descendre en 3,30, hein, les 15 derniers kilomètres. Donc, ça devrait jouer pour moi. Et c'est vrai que ça m'a rassuré aussi de savoir que le 6e, lui, était assez loin et qu'au pire, je finirais 5e. Tu t'aimes bien là ces moments où il y a plus grand chose à jouer dans une course? Est-ce que là, si tu pouvais, t'aimerais que l'écourter et accélérer et précipiter la ligne d'arrivée? Ouais, non, j'aime pas ces moments où il y a plus rien à jouer. Ça a été vraiment assez long, presque ennuyé, ouais, si je peux dire. En plus, j'avais vraiment en tête les sensations de l'année précédente où j'avais vraiment fait une dernière heure vraiment rapide. Et forcément, je connaissais le temps que j'avais mis l'an passé. Là, j'ai mis 6 minutes de plus, je crois, j'avais mis 1,15 l'an passé et 1,21 ou 1,22 cette année. Et ouais, j'essayais d'accélérer encore et j'y arrivais pas, donc c'était assez frustrant. Et effectivement, je trouvais le temps long, quoi. Je regardais chaque kilomètre sur la montre. Ouais, j'aurais bien aimé qu'on arrive en haut de la montagne, kilomètre 105, ça m'allait parfaitement aussi. Bah, ta décharge avait plus de kilomètres dans les pattes aussi, à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Aubin, tu as conclu donc ce Chianti UTMB à la 4e place après 11h16 de course. C'est quoi le premier sentiment là qui t'a envahi au moment de franchir la ligne d'arrivée? Tu te dis quoi? Alors, j'étais ultra satisfait du chrono parce que, voilà, j'avais visé 1h15 pour 1 minute. Pour moi, c'était acquis. Donc, j'étais vraiment content de ça. Et puis, forcément, la place, parce qu'il y avait que les 3 où je m'étais dit, de toute manière, tu pourras pas les battre, à part s'ils se blessaient ou qu'ils abandonnaient. Donc, ouais, j'avais vraiment réussi une bonne course. J'ai pas eu les mêmes sensations que l'année précédente où tout s'était bien passé. Là, ça a été compliqué. J'ai dû vraiment m'accrocher mentalement. Ça a pas été facile parce que j'ai eu un trou noir à gérer, des sensations pas top. Et ouais, j'étais vraiment satisfait de m'être autant accroché mentalement pour réussir cette course. Quand tu vois Jim la courir à ce niveau, qu'est-ce que ça suscite chez toi? C'est de l'admiration? Ça vient te chercher, te motiver pour aller chercher plus? Est-ce qu'il y a un côté aussi, une forme d'incompréhension de comment c'est possible d'atteindre un tel niveau? Ouais, non, effectivement, je trouve ça hallucinant parce que il m'a quand même mis 1h15 sur 10 heures de course. C'est assez énorme, c'est un écart stratosphérique, hein. Et j'ai vu une vidéo justement de lui arrivant au ravito au kilomètre 70. Une vidéo qui est quand même pas mal tournée. On a l'impression qu'il est à plus de 20 km/h à plat et ouais, ça m'a scotché, quoi. Ça foulait. Puis même à l'arrivée, il arrive. L'arrivée, c'est un peu mensonger parce qu'on arrive tous, on paraît comme si on était un peu frais. Mais ouais, non, c'était assez bluffant. Puis effectivement, c'est motivant parce qu'on se dit, si Jimmy arrive, lui aussi, il est parti, il a fait des erreurs, il a progressé. Et donc, on se dit, peut-être pas arriver à son niveau parce que pour moi, c'est le meilleur mondial là-dessus.
Mais bah, au moins s'en En tout cas, il a rapprocher, puisé quoi. des choses, ouais. S'inspirer de ce qu'il fait. Est-ce que tu penses qu'on peut tirer des conclusions là sur les forces en présence sur le trio tête sur la suite de la saison ou c'est un petit peu particulier? Kylian a été un peu blessé. Voilà, est-ce qu'il y a je sais que Vincent a souffert aussi de maux de ventre. Est-ce qu'il y a des choses dont on peut tirer des conclusions sur ce qui s'est passé là pour la suite et notamment la Western, ou est-ce que ça vaut ce que ça vaut? Alors, bah, ça va être mon avis, hein. J'ai peut-être totalement dans le faux, mais je pense quand même qu'on peut en tirer pas mal de conclusions. C'est que, ok, Kylian était blessé, mais pour moi, Jim était largement au-dessus. Au dernier ravitaillement, il avait quasiment 40 minutes, donc je pense qu'il a aussi géré un peu sa dernière fin de course. À l'arrivée, il en a 30, mais pour moi, il a pas tout donné sur la fin de course, Jim. Ça aurait été encore plus humiliant d'ailleurs pour nous, mais heureusement. Et un Kylian en pleine forme, je pense que sur des parcours comme ça, il pourra pas rivaliser. La Western, pour moi, ça va vraiment être en prenant que les trois là, hein, pas David Roche, tout ça, ils seront à part, je les prends pas en compte. Mais en gros, il y aura Jim qui sera une nouvelle fois au-dessus à la Western. Derrière, un Kylian, parce que Kylian, bah voilà, s'il a plus sa petite blessure, on sait qu'il sait préparer un événement, il va arriver avec un niveau également stratosphérique, mais un peu en dessous de Jim. Et ensuite, bah Vincent, qui va faire un peu ce qu'il peut avec les deux là à gérer, mais qui sera en troisième pour moi. Parfait, on prend les pronostics et rediffusion au mois de juillet de tout ça, après la course. Mais effectivement, ton argument s'entend. On va quand même parler des femmes, c'est important. Fiona Pascal qui l'a emporté chez les féminines, 11e au scratch, devant Johanna Antilla, la finlandaise, et Azara Garcia, l'espagnole, qui boucle le podium. Il y a eu aussi d'autres courses quand même. Germain qui s'est illustré, Germain Granger sur le 73, et Louzine El Azaoui sur le 20 km. Il y a aussi Judith Wider sur le 46 qu'on signait. Chacun des belles victoires. Voilà, il y avait une densité assez extraordinaire. C'était chouette de pouvoir vivre cet événement et de vous suivre un peu tous sur les sentiers. Et puis, bravo bien sûr à tous les coureurs qui sont allés au bout de leur course. Voilà, quel que soit leur niveau et leur chrono, c'est pas ça l'essentiel. Aubin, qu'est-ce que tu tires comme enseignement de cette édition 2025? Là, tu repars avec quoi en plus dans ton bagage sur ce que ça peut dire de ta forme, de la suite de la saison, des choix que tu as pu faire dans ta prépa? En fait, j'en tire surtout les choix de la prépa qui sont validés. Parce que la course, alors ça a été ce que ça a été, mais pour moi, je retiens plus la prépa que la course au final au Chianti. Parce que vraiment, c'est la prépa qui m'a fait grandir, je dirais, sur ce début d'année. Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu tires aussi comme optimisation possible là, de cette course? Sur la course? Ouais, course ou prépa d'ailleurs, différemment sur ce cycle, ouais. La prépa, je toucherais pas grand-chose. Après, on va dire, soit j'ai joué de malchance, soit la prépa, elle est un peu trop tapée pour mon genou, ce qui fait que la fin a pas été top. Mais franchement, si c'était à refaire, je referais la même. Je me reblesserais peut-être pareil, mais je referais quand même la même. Sur la course, ce que j'en retiens, c'est que je peux encore plus manger. Je pense que quasiment tous les coureurs maintenant, ils parlent un peu comme les cyclistes en glucides par heure, grammes de glucides par heure. Donc, pour parler comme ça, j'étais entre 60 et 70. Donc, ce qui est quand même assez léger. On en entend qui sont à plus de 100. Justement, je vais essayer de travailler vachement là-dessus pour encore monter mes glucides pendant les courses. Donc, je vais aller au Lavaredo. Je sais que sur le papier, je vais essayer de vraiment augmenter ça et voir si j'arrive vraiment à avoir plus d'énergie, puis éviter un trou noir qui a aussi peut-être quand même été dû à un manque de glucides à un moment donné. C'est peut-être un peu limite. 60-70, ça peut tenir quelques heures avec les réserves qu'on a, mais sur une fin de course, ouais, je suis peut-être un peu limite à cause de ça aussi. Un petit manque de glucidité. Ouais, exactement. Question traditionnelle dans le podcast, l'image que tu retiendrais s'il y avait un moment sur place, voilà, avant, pendant, après la course, une image qui te vient en tête là quand je te parle de Chianti? L'avant-remise des prix, parce qu'on était sous la tente avec Jim et Vincent. Puis ouais, moi j'étais là, je me sentais tout petit à côté des deux, mais tellement content d'être là avec eux aussi. Tu me parlais tout à l'heure de la récupération, de l'importance du temps, que te donnait aussi ton job à 80% pour faire tout le reste, c'est-à-dire pas faire plus de volume, parce qu'on pourrait naturellement se dire ça permet de faire ça et de gagner de l'espace pour aller plus bosser, mais effectivement c'est du temps à libérer pour la récup. Comment est-ce que tu as récupéré? Tu as été un petit peu surpris, je crois, par rapport à ce que tu pouvais imaginer au regard effectivement de ta prépa qui a été
hyper attentive et tu as fait les choses bien. Finalement, tu as quand même pas mal souffert, en tout cas plus que ce que tu imaginais. Exactement. Moi, je m'étais dit, j'avais vraiment en tête faire une grosse prépa. Ça permettra d'être meilleur à la course, forcément, mais également de récupérer plus vite derrière. Parce que les jambes, elles ont l'habitude d'enchaîner les kilomètres et elles vont moins subir. Alors, tu auras mal aux jambes, mais ça ira mieux. En fait, ça m'a totalement détruit la course. On a beau dire, ouais, c'est roulant, faut courir, mais en fait, courir si longtemps, mes muscles, ils ont moins l'habitude. Et ouais, les 2-3 jours après la course, vraiment, ça a été compliqué. Puis même, pendant une semaine où j'étais là, ça pique encore, quoi. Donc ouais, la récupération, elle a pas été au top. Mais par contre, j'ai pu reprendre vraiment l'entraînement au bout de 2 semaines. De toute façon, je m'étais dit, pendant 2 semaines, tu coupes et ensuite tu passes à la prépa Lavaredo. Donc là, ça y est, ça fait une bonne semaine que la prépa Lavaredo a attaqué, mais effectivement, les premières intensités que j'ai refaites, ça reste quand même compliqué, même 3 semaines après. Merci Aubin, on en a fini de ta course épique à Chianti. J'ai 2 dernières questions avant qu'on se quitte. On va porter un peu le regard sur la suite de la saison. Et donc, tes 2 objectifs, ça serait quoi? Un Lavaredo et un UTMB réussi? Qu'est-ce qui te ferait dire, là, si on se retrouve début septembre et qu'on regarde comment sont passées tes échéances de fin juin et fin août, qu'est-ce qui ferait que ça a été un succès pour toi? Alors, je vais te parler qu'en chrono, du coup. Ok. Parce que la réussite passera par le chrono. Le Lavaredo, je vais viser 12h30. L'an passé, j'ai mis 13h02, je crois, pour être vraiment précis. J'ai fait des erreurs. Je connais les erreurs que j'ai faites. Je vais essayer de les combler. Et je me dis que vraiment 12h30, c'est un chrono possible. Et en fait, alors la start list, elle est pas encore sortie de toute façon. Mais peu importe qui aura, que je sois 3e en 12h30 ou 10e en 12h30, j'aurai la même satisfaction. Et je préfère même être à la limite 10e en 12h30 que 3e en 13h. Parce que super, je serais 3e, mais d'un côté, j'aurais pas progressé en un an. Et je trouverais ça hyper frustrant. Donc ouais, vraiment le Lavaredo, 12h30. Et ensuite, l'UTMB, moins de 22h. Et ouais, même pour être ambitieux, entre 21 et 21h30, ce serait vraiment, vraiment idéal. Parce que je vois que 2024, ça s'était bien passé, mais j'ai eu des problèmes. J'espère ne pas avoir ces problèmes cette année. Et donc, ouais, je pense que gagner 1 heure, c'est pas impossible entre mes progrès et supprimer les problèmes qu'il y a eu. On arrive à la dernière question du podcast, Aubin. C'est pas le mot de la fin, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise à partager à nos auditeurs qui illustrerait ta philosophie de vie et ton rapport à ton sport de cœur? Voilà, une petite phrase un peu englobante de tout ça. Alors, ce sera surtout lié à l'ultra, du coup, qui représente quand même une bonne partie de ma vie. C'est que l'ultra trail n'a pas de code, donc crée tes propres codes, en fait. Parce que, que ce soit nutrition ou tout, même plan d'entraînement, on va prendre 100 athlètes et les 100 auront une préparation différente ou un plan de nutrition différent sur la course. Donc c'est ça que j'adore dans ce sport, c'est que vraiment ça a pas de code et un peu fais ta trace. On est en train de le coder, quoi, et ça c'est génial. Merci beaucoup Aubin, c'est malheureusement la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous cette course épique, le Chianti by UTMB qui a dynamité le début de saison. C'était beau de vous voir virevolter sur les sentiers comme ça. C'est chouette d'avoir des si beaux rendez-vous tôt dans la saison. Bravo pour cette belle 4e place. Elle est très belle et puis elle promet une belle suite de saison. Je te souhaite de prendre plein de plaisir dans la prépa. Visiblement, ça te réussit bien depuis ce début d'année. Donc, éclate-toi sur ta prépa du Lavaredo et puis des résultats et des chronos à la pleine hauteur de tes attentes là, sur les 2 grands rendez-vous de la suite de ta saison. Merci Aubin. Ouais, merci beaucoup. Puis merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Prends soin de toi. À bientôt. Merci. Ciao. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.